Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Ce matin, vous recevez le président du Rassemblement Les Républicains au lendemain du comité directeur de son parti. Thierry Santa, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation au lendemain effectivement de la réunion de ce comité directeur hier soir au Centre culturel du Mont d'Or. Comment ça s'est passé? Quelle est l'ambiance aujourd'hui au sein du Rassemblement Les Républicains? Ça s'est très bien passé. Tous nos membres du comité directeur étaient présents. On a eu la chance d'avoir le sénateur avec nous. Les différents maires du Rassemblement étaient présents. Les élus en général, puisque le comité directeur concerne à la fois les élus communaux, provinciaux, et également tous nos responsables de secteur, tous nos référents dans les différents secteurs géographiques de la Nouvelle-Calédonie étaient présents pour assister à ce comité directeur qui était constitué de deux parties. Une première partie très technique qui concernait l'adoption d'un règlement intérieur et puis l'évolution de notre organigramme du rassemblement, et une deuxième partie, elle, un peu plus politique, puisqu'on a évoqué assez longuement l'organisation des tables rondes citoyennes que nous souhaitons mettre en œuvre dès le début de l'année prochaine. On va y revenir, mais ce comité directeur avait lieu quelques jours après le troisième référendum du 12 décembre et l'affirmation que la Nouvelle-Calédonie restera française. C'est pour vous, on imagine, à la fois un soulagement et une satisfaction? C'est une vraie satisfaction. Aujourd'hui, il faut acter le fait que la Nouvelle-Calédonie reste française. À 3 reprises, la majorité des Calédoniens se sont exprimés dans ce sens, mais il ne faut pas non plus, négliger le fait qu'une grosse minorité s'est prononcée en sens inverse. Ça fait partie de ce que nous avons constaté depuis, hélas, ces 30 dernières années. L'électorat calédonien est plutôt stable dans toutes les élections qui se sont déroulées depuis les accords, même les premiers accords Matignon-Oudinot. On retrouve à peu près les mêmes équilibres, avec une majorité contre l'indépendance et une forte minorité pour l'indépendance. C'est la raison pour laquelle, depuis déjà 2010, et Pierre a été beaucoup à la manœuvre en l'occurrence, le Rassemblement a essayé de faire passer le message auprès de ses collègues politiques, toutes tendances confondues, de la nécessité d'entamer des discussions à la place finalement de l'organisation de ces référendums binaires. Personne, je dis bien personne, n'a accompagné cette démarche, que ce soit les indépendantistes ou que ce soit les autres tendances loyalistes. Et on se retrouve maintenant avec les 3 référendums qui se sont tenus. Le résultat est satisfaisant, je le répète. C'est une réalité maintenant qui s'impose à tous. La Calédonie doit rester française et il n'est pas question de remettre en cause ce résultat. Mais l'autre résultat qu'on peut constater à l'issue de ces 3 référendums binaires, c'est la fracture aujourd'hui que vit la société calédonienne. Alors le plus dur reste à faire, disent certains, maintenant travailler sur l'avenir institutionnel au sein de la République française. C'est dans ce cadre que s'intègre votre proposition d'une consultation de la population calédonienne. Et alors, on a l'impression que tout le monde en parle un peu, tout le monde veut consulter la population calédonienne. Vous en revendiquez la paternité ? Je constate surtout que ça fait plusieurs mois que j'en parle. J'espère que les auditeurs se souviennent de mes diverses interventions où j'évoquais cette nécessité d'aller au contact de la population calédonienne et d'organiser ces rencontres citoyennes. Je suis satisfait aujourd'hui que beaucoup de responsables politiques maintenant accompagnent cette idée, y compris même l'État. On a entendu le ministre des Outre-mer l'évoquer lors de sa dernière intervention. Moi, cette volonté d'organiser ces tables rondes citoyennes, elle s'appuie sur 2 motivations. La première, c'est la certitude qui est la mienne que la société civile est légitime pour participer à la réflexion de la Calédonie de demain, la Calédonie française de demain. Légitime techniquement, puisque la société civile maîtrise tous les codes, tous les principes de tous les secteurs de la Calédonie, de la société calédonienne. Légitime humainement, parce que je suis convaincu que la réflexion de la société civile se focalisera sur la recherche du bien-être général de chacun, ici en Nouvelle-Calédonie, mais je dirais même légitime politiquement, parce que la société civile, face à une situation, à une difficulté, a avant tout une réflexion pragmatique, et non pas idéologique, comme hélas, dans le monde politique, c'est un peu trop souvent le cas. Je vais vous donner un exemple concret de ce que je vous dis. Quand je lis le manifeste de NCECO, qui a été un travail énorme de leur part. NCECO, c'est le regroupement de tous les organismes des syndicats d'employeurs.
Autour notamment du MEDEF, de la CCI. Le MEDEF, de la CCI, les chambres consulaires, effectivement, le MEDEF, la CPME, l'UDP, enfin toutes les structures d'employeurs, on retrouve ces 3 principes que je viens d'évoquer. Et c'est bien la raison de cette volonté qui a été la mienne depuis, je répète, plusieurs mois, d'organiser ces rencontres citoyennes. La deuxième raison, et là aussi, ça fait plusieurs mois que je le dis, et même si ça a été acté tout récemment par le ministre, c'est que pendant ces premiers mois de l'année 2022, rien n'allait se passer en matière de négociation. Pour la simple et bonne raison, c'est que nous sommes à la veille d'élections nationales, présidentielles et législatives. Comment imaginer que le gouvernement central actuel puisse prendre quelque engagement que ce soit à la veille du renouvellement de ces instances, des principales instances nationales? C'est forcément le futur ou la future présidente de la République, avec son nouveau gouvernement issu des élections législatives, qui sera à la manœuvre et qui sera à la table des négociations et des discussions pour trouver ce nouveau statut pour la Nouvelle-Calédonie de demain. Comment est-ce que vous l'imaginez, cette consultation citoyenne? En quoi ça consiste? Comment pratiquement elle va avoir lieu? On avait parlé d'un grand palabre à un moment, c'est un peu l'idée dans laquelle vous êtes? C'est un peu le principe. L'idée, c'est effectivement de mettre autour de la table toutes les forces vives concernées par un sujet. Sur le site du rassemblement, vous allez, ceux que ça intéresse, vous trouverez les 7 réunions de table ronde citoyenne que le rassemblement va organiser à partir de la fin du mois de janvier et jusqu'à la fin du mois de mars de l'année prochaine. On a 7 thématiques qui sont plus ou moins classiques. Vous allez retrouver la thématique, bien sûr, de l'économie, de la fiscalité, la thématique de l'environnement, la thématique de l'éducation, la thématique de la culture et la thématique de la coutume aussi, mélanésienne, la thématique de l'identité calédonienne avec comment faire pour concilier nos modes de vie un peu différents ici en Nouvelle-Calédonie, la thématique de la Calédonie dans son environnement régional, voire sa position au niveau mondial. Toutes ces thématiques-là donc sont prévues avec des dates précises et des lieux. Et tout ça, les personnes qui sont intéressées peuvent le retrouver sur le site du rassemblement et faire part de leur volonté de participer à ces tables rondes si elles le souhaitent. Alors le ministre des Outre-mer, qui était récemment en Nouvelle-Calédonie, propose lui aussi de se mettre à l'écoute de la société calédonienne. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette visite de Sébastien Lecornu? Est-ce que vous l'avez rencontré? Est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger notamment sur cette thématique? Très honnêtement, les premières fois que j'ai évoqué cette volonté qui était la mienne d'aller au contact de la population, c'était au début d'année 2021. Et je l'évoquais avec donc le gouvernement central, puisque j'avais à l'esprit un peu ce qui se fait maintenant assez généralement dans le monde. C'est quelque chose qui devient de plus en plus appliqué, pratiqué au niveau mondial. Je parle de la démocratie participative parce que c'est de ça dont nous parlons. Et à l'époque, l'État m'avait signifié que c'était pas dans son spectre, en l'occurrence. Et je suis heureux qu'aujourd'hui ce soit peut-être davantage le cas, même si je trouve que c'est un peu tard et que ça risque surtout d'être trop tard. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de perdre du temps. Cet espace-temps que j'ai évoqué tout à l'heure entre aujourd'hui et les élections nationales, qu'on l'utilise de manière constructive, mais il est court. On parle des 6 premiers mois de l'année 2022. Alors que si l'État aujourd'hui souhaite engager ce genre de démarche, ça va forcément prendre un certain temps. Et je crains, hélas, que ça aille bien au-delà du mois de juin 2022. Et pour moi, il faut par contre, tout de suite après ces élections nationales, quand le nouveau gouvernement central sera installé, que les discussions commencent rapidement entre nous, à 3, même si je suis pas naïf, il y aura des bilatérales, et c'est tant mieux. Des bilatérales uniquement avec l'État ou des bilatérales entre partenaires locaux? C'est ce que j'allais vous dire, des bilatérales à tous les niveaux. C'est-à-dire entre les indépendantistes et l'État, ils l'ont dit et ils l'ont répété, mais il y aura aussi forcément des bilatérales entre les non-indépendantistes et l'État, mais je l'espère surtout des bilatérales entre nous, ici, en Nouvelle-Calédonie, entre indépendantistes et non-indépendantistes. Pour être très honnête avec vous, on a déjà, et la population doit le savoir, des discussions entre nous. Elles vont se poursuivre et l'idée c'est que tout de suite après, comme je le disais, l'installation du nouveau gouvernement central, qu'on puisse se mettre autour de la table à 3 pour finaliser finalement un projet de société dans lequel chacun se retrouvera, que ce soit la revendication identitaire kanak,
parce que je suis convaincu que c'est la base finalement de cette revendication d'indépendance, ce besoin de reconnaissance de l'identité kanak et de la communauté kanak ici en Nouvelle-Calédonie et de la place qu'elle doit avoir ici en Nouvelle-Calédonie, mais aussi la revendication quelque part aussi identitaire ou communautaire de toutes les autres communautés calédoniennes qui constituent aujourd'hui la Nouvelle-Calédonie du 21e siècle. On n'est plus au 19e siècle, on est au 21e siècle où la Calédonie est plurielle, où chacun a sa place, chacun a participé à ce que la Calédonie est aujourd'hui et chacun doit continuer à participer à ce que sera la Calédonie de demain. Donc c'est un équilibre qu'il va falloir trouver entre nous. Et cet équilibre-là nécessite un certain nombre de discussions, des sujets de fond que tout le monde connaît, que ce soit le corps électoral, que ce soit l'organisation institutionnelle du pays, la répartition des compétences entre les différentes strates institutionnelles, la répartition des financements entre les différentes strates institutionnelles. Tous ces sujets-là doivent être mis sur la table et discutés entre nous. Et mon idée, c'est de se servir aussi de ce que va exprimer la société civile pour s'en inspirer dans le cadre de ces discussions à venir. D'alimenter les discussions. Les indépendantistes vous semblent prêts, effectivement, vous dites, on se voit déjà, on parle déjà un peu, les indépendantistes vous semblent prêts, après ce référendum, ce 3e référendum, à discuter d'une solution institutionnelle, d'un avenir pour la Calédonie ? Aujourd'hui, pour être très honnête, chacun reste sur ses postures, et autant d'un côté que de l'autre, Mais c'est comme ça que ça se passe. Dans une négociation, ça commence toujours comme ça, où chacun amène sur la table ses premières idées, mais en sachant pertinemment que ça nécessite une évolution l'un vers l'autre, et donc des compromis à trouver entre nous sur tous les sujets pour arriver à trouver ces fameux équilibres qui soient satisfaisants pour le plus grand nombre. La prochaine échéance électorale, vous le disiez, c'est l'élection présidentielle en avril, puis les législatives. La présidentielle d'abord, le Rassemblement va soutenir la candidature de Valérie Pécresse, c'est acté, ça ne fait aucun doute. C'est une évidence, le Rassemblement est le représentant local des Républicains nationaux depuis toujours. On n'a jamais varié, on a toujours été constant, droit dans nos bottes sur ce principe, peut-être à la différence d'autres. Et donc, sur la base de cette réalité d'un rassemblement qui est la Fédération des Républicains ici en Nouvelle-Calédonie, bien entendu que nous allons soutenir la candidature de Valérie Pécresse. Un comité de soutien va être créé très rapidement, début d'année 2022, qui va essayer de rassembler le plus largement possible avec et représenter surtout la diversité de la Nouvelle-Calédonie pour porter cette candidature. On est convaincu que Valérie Pécresse a prouvé lors des différents débats qui se sont tenus pendant la primaire des Républicains sa stature d'homme d'État futur et qu'elle est la bonne personne pour d'abord bien sûr régler les problèmes de la nation, parce qu'il y a quand même un certain nombre de difficultés en France aujourd'hui, mais aussi nous aider ici, en Nouvelle-Calédonie, à porter le projet que soutient le Rassemblement, cette volonté d'une société calédonienne inclusive où chacun trouve sa place. Elle connaît bien le dossier calédonien, elle a suivi les choses de près, elle est intervenue ici. Vous aviez eu un échange en visio avec elle. Exactement, et vous imaginez bien qu'on l'alimente au maximum aussi d'informations, mais de son côté, elle avait déjà fait un certain nombre de démarches, elle connaissait le dossier calédonien, elle a eu l'occasion de l'échanger aussi plusieurs fois avec le sénateur Pierre Frogier. Donc tout ça nous laisse penser que effectivement, elle maîtrise de mieux en mieux la subtilité du dossier calédonien, parce qu'on est un peu compliqué quand même ici en Nouvelle-Calédonie, et il faut qu'on ait une personne qui puisse toucher du doigt au moins cette complexité du dossier calédonien. Une question d'actualité immédiate, Thierry Santa. Hier, il y avait au Congrès le débat sur le report de l'obligation vaccinale. Cette obligation vaccinale pose un certain nombre de problèmes, notamment pour sa concrétisation ou la concrétisation des sanctions. On sait que c'est un problème notamment dans le monde du travail, avec les conséquences sociales de cette obligation. C'est au gouvernement de répondre. Vous êtes membre du gouvernement en charge du travail. Vous avez des pistes, vous vous sentez concerné quand vous avez été interpellé hier au Congrès ? Oui, j'ai entendu les critiques qui ont été formulées par le député Gomez et par Madame Baquès, qui ont souligné mon absence à l'occasion de cette séance du Congrès d'hier et puis à l'occasion également des diverses commissions qui se sont tenues la semaine dernière, et en soulignant l'absence d'un texte effectivement qui régisse les conséquences sociales dans les entreprises de cette obligation vaccinale. Pour que les auditeurs comprennent bien, l'obligation vaccinale telle qu'elle est prévue aujourd'hui, dès lors qu'elle sera mise en œuvre strictement, et compte tenu de la réglementation du droit du travail aujourd'hui,
a pour conséquence potentielle le licenciement d'un salarié qui ne respecterait pas cette obligation vaccinale. Mon objectif, et c'est un texte que j'ai présenté il y a maintenant plus d'un mois déjà au gouvernement collégial, est de prévoir la possibilité d'une suspension de contrat. C'est le fruit des discussions que nous avons eues avec les organisations patronales et syndicales, et qui est donc porté par la totalité des organisations patronales et la quasi-totalité des organisations salariales. C'est de prévoir un texte qui permette une suspension de contrat plutôt qu'un licenciement, et donc éviter le licenciement du salarié concerné. Donc c'est ce que je vous disais, j'ai présenté il y a déjà plus d'un mois au gouvernement. À l'époque, j'ai senti que le gouvernement n'était pas forcément favorable à ce que ce texte arrive sur le bureau du Congrès. Pour la simple et bonne raison, c'est que des discussions étaient en cours sur l'abrogation potentielle de cette obligation vaccinale. Maintenant que le Congrès s'est prononcé hier dans le sens du maintien de l'obligation vaccinale, tout en reportant à la fin du mois de février l'application stricte, ça nous laisse le temps pour adopter potentiellement ce texte. Donc je vais en reparler en collégialité pas plus tard qu'aujourd'hui. On a une séance du gouvernement et une collégialité qui suit. Et je vais proposer à mes collègues à nouveau d'adopter ce texte rapidement pour que le Congrès puisse s'en saisir le plus vite possible, de manière à ce que ces dispositions soient applicables avant la fin du mois de février. Voilà, on a 2 mois pour mettre les textes en place. En fait, ça vous paraît faisable? Alors, on a une vraie difficulté sur ce sujet puisque les principes juridiques nécessiteraient une loi de pays. Mais après réflexion et un travail approfondi de nos services juridiques, on peut faire les choses en 2 temps. C'est-à-dire qu'il peut y avoir d'abord une délibération, et c'est de ça dont je parle. C'est cette délibération-là qui, elle, potentiellement peut être adoptée dans les 2 mois qui viennent, mais elle devrait être suivie ensuite d'une loi de pays qui, elle, va forcément prendre un peu plus de temps. C'est beaucoup plus long, hein, l'adoption d'une loi de pays, il y a un processus juridique beaucoup plus long. Mais pour pouvoir malgré tout avoir des dispositions qui soient applicables à partir du 1er mars, le passage par une délibération peut le permettre, et c'est ce que j'ai proposé au gouvernement. Donc dans les semaines qui viennent, encore un programme assez chargé entre le lancement de la consultation citoyenne, éventuellement des discussions, un début de discussion, et puis le travail du gouvernement, la poursuite des textes. Ah ben c'est sûr qu'on a du pain sur la planche l'année prochaine, mais c'est nécessaire pour le bien de notre pays. Enfin, on est là pour ça. Je veux dire, les électeurs nous ont élus pour essayer de trouver les meilleures solutions pour que les choses se passent au mieux ici en Nouvelle-Calédonie, pour qu'on continue à vivre en paix les uns avec les autres, pour que, je le disais tout à l'heure, chacun trouve sa place ici en Nouvelle-Calédonie, se sente légitime sur cette terre calédonienne, sur notre beau caillou, sur leur terre. C'est tout le travail que les électeurs attendent de nous, et c'est la raison unique pour laquelle je me suis investi en politique. Donc il faut faire ce qu'il y a à faire, et la question se pose pas, et chacun avance au rythme qui est le sien. Thierry Santa, président du Rassemblement Les Républicains, merci d'accepter notre invitation, et bonne fête de fin d'année d'ores et déjà. J'allais le dire, bonne fête à tous nos auditeurs, un joyeux Noël à tous, et mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022. Merci Thierry Santa. Merci à vous.